Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la mise en service officielle de mon installation photovoltaïque en autoconsommation. Je ne traîne pas plus de sens sur le toit, un peu dangereux, et on se retrouve à l'atelier pour la petite tour du matos. Je vais commencer par la passerelle de communication, l'Envoy S Meter de chez Enphase Énergie. Tout le matériel, hormis le panneau solaire et le support, est de marque Enphase. C'est la version la plus haut de gamme, 375 € et elle est livrée avec 2 transformateurs de courant pour pouvoir mesurer la production photovoltaïque, mais également la consommation sur le réseau Enedis. Sachez en tout cas que cette passerelle n'est pas obligatoire dans le cas où vous faites une simple installation d'autoconsommation. Cette passerelle par contre est indispensable dans le cas où vous utilisez la batterie de chez Enphase. Je continue avec le Q-relais. La réglementation française impose une déconnexion physique du champ photovoltaïque du réseau Enedis. Cela est opéré par ce Q-relais. Coût de 95 € néanmoins quand même. Je continue avec un petit peu de câble, de telle façon à pouvoir raccorder le micro-onduleur au réseau électrique du domicile. Un petit bouchon également, on verra son utilité plus en détail par la suite. Et je terminerai avec ce qui rentre dans l'atelier, parce que le reste est quand même beaucoup plus gros, par le micro-onduleur, toujours de chez Enphase, le modèle IQ7A, c'est le modèle le plus haut de gamme, capable de fournir 349 VA en continu et des pics à 366 VA. Le coût du micro-onduleur est de 185 €, le coût du câble est de 19,50 € et le coût de ce petit capuchon, de ce petit bouchon est de 15,90 €. Petit correctif sur le matos que je vais utiliser pour cette vidéo. J'ai abandonné le support pour panneaux solaires de chez Unifix, le 300B, qui est un support pour fixation sur mur et sol. Tout simplement parce qu'après une étude un peu plus poussée et une réflexion plus longue sur le parcours du soleil, j'ai déjà beaucoup trop d'ombre au sol chez moi, donc c'est pas la peine. Je l'avais mis au sol rapidement durant l'été pour pouvoir produire tout de suite, mais finalement ça fonctionne que l'été et encore c'est pas optimal, mais néanmoins ça fonctionne quand même. Et après, à l'emplacement où je voulais le fixer, déjà bon, ça me plaisait pas trop, même si le voisin n'était pas contre. J'étais quand même en surplomb de son terrain avec ce panneau solaire, même si le morceau de terrain que je surplombais n'était pas problématique pour lui, parce que c'est une zone qui est perdue due aux distances qu'il est obligé de laisser entre sa haie et l'habitation. Mais après avoir observé plus en détail le soleil et sa trajectoire durant l'hiver, il est trop rasant et les productions n'auraient pas du tout été bonnes. De ce fait, la carte bleue a encore chauffé et j'ai commandé un support pour toiture sur What You Need. J'ai payé ça aux alentours des 80 €, mais ça a dû augmenter depuis. C'est limite une évidence. Je vais vous faire un petit montage à blanc et je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble après. Parce que de toute manière, ça rentre pas dans le cadre, hein. Les rails font 1,20 m, je crois, de large. Donc, vous comprendrez, le cadre, là, il fait 50 cm grand max. Donc, techniquement, ça peut pas rentrer. Mais très satisfait en tout cas du support. Quand j'ai reçu les pièces, ça respire quand même la qualité. Bon, après, comme d'habitude, à chaque fois que je commande du matos chez des fournisseurs photovoltaïques, à chaque fois, j'ai des emmerdes. En tout cas, j'ai eu 2 fois des emmerdes. Peut-être 3, on ne sait pas, jamais 203 comme on dit, hein. Je touche du bois, je touche du singe. Mais en tout cas, à chaque fois, aussi bien chez mes shops solaires que chez What You Need, les services clients ont été réactifs et j'ai reçu le matos nécessaire rapidement pour pouvoir corriger le défaut que j'ai eu lors des livraisons. Des erreurs, ça peut toujours arriver. On peut dire que j'ai au moins eu l'occasion de tester le service client et il était bon à chaque fois. Donc on va pas trop se plaindre là-dessus. Il suffirait d'avoir un vendeur pas bon et un service client pas bon non plus. Là, ça serait le chapeau. Soit. Je me perds pour un plus de temps et je vous propose maintenant de voir un petit montage à blanc du support. Montage à blanc du support pour panneaux solaires sur toiture. Il est composé de différents éléments. On va avoir 4 platines de fixation pour la charpente. Donc on vient visser notre charpente avec les vis qui sont fournies sur cette partie-là. On a 9 vis qui sont fournies, en tout cas moi j'en ai reçu 9. Donc 2 par support qu'on vient visser en fonction de comment est positionnée notre charpente. Et on peut réadapter aussi cette patte ici pour retomber en face. Donc on a des trous de chaque côté. Donc ça c'est plutôt pas mal foutu.
Les vis ici, c'est de l'acier zingué visiblement. Là, toute cette partie-là, c'est de l'inox. Donc ça, c'est vraiment bien pour la longévité du produit. Toutes les boulonneries, c'est en inox. Et on a presque toute cette partie-là qui est en alu. Pareil pour la fixation du panneau sur le rail, on verra, il y a un petit écrou un peu particulier qui est également en alu. Voilà pour la petite présentation. Maintenant, on passe à la mise en place de tout ce matos. Pas évident de filmer sur un toit, mais bon, je vous fais quand même 2-3 séquences. Pour commencer, je prends la position de mon crochet, je découpe la tuile, donc à la disqueuse avec disque diamant. Ensuite, je visse la platine sur la charpente. Donc là, c'est juste une sorte de petite latte. J'ai pas les termes, je suis pas charpentier, mais une sorte de latte ici, mais en dessous, il y a un gros bastin. Donc ça, pareil, il faut bien repérer pour visser dans les gros bastins et pas dans des petites lattes pour vraiment avoir un truc solide. Et ensuite, je vais venir boulonner ici pour que le crochet soit solidaire à tout l'ensemble et que ça bouge plus. Puis redécoupe la tuile, petite encoche, sur celle qui revient au-dessus du crochet. Et une fois le tout rassemblé, voilà à quoi ça ressemble. La tuile se réajuste parfaitement. Et je termine par l'assemblage du rail, donc la partie basse et la partie haute. Prochaine étape, la mise en place du panneau solaire. Par contre là, il faut une paire de bras supplémentaires. Ça y est, panneau installé. Alors je suis en grand angle là, parce que je suis vachement proche sur le toit, hein, je vais éviter de me casser la gueule. J'ai rien filmé sur l'installation parce que c'est trop dangereux honnêtement. Voilà, je préfère vous montrer après par la suite. J'ai essayé de vous faire 2-3 séquences pour tout ce qui est installation des rails, mais pour le panneau par lui-même, vaut mieux laisser tomber la caméra et faire ça en sécurité. Après bon, voilà ce que ça donne, hein, rien d'extraordinaire sur la croche. Alors c'est en grand angle, hein, faites gaffe, ça déforme un peu, mais bon voilà. Ici, boîte de connexion. Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, pressé de tout, hein, j'ai fait ça bien, je l'ai mis en dessous. Donc le micro-ondulaire est fixé sur le rail, là, mis au milieu, donc le rail on le voit là, hein, donc il est fixé ici au milieu, le micro-ondulaire est fixé là. Les barres de connexion, la boîtier de connexion du photovoltaïque, je ne sais plus s'il est en bas ou en haut, mais de mémoire il doit être en bas parce que sinon les câbles seraient trop courts. Ouais, j'étais obligé de le mettre à l'envers en toute logique, il aurait fallu tout mettre en haut, l'onduleur et le photovoltaïque. Mais pour faire de la maintenance, c'est mieux parce que le toit, il est quand même bien incliné. Donc voilà, je préfère mettre en bas, c'est plus sécuritaire pour moi. Et de toute manière, ça craint pas la flotte, hein. C'est fait donc ça ira comme ça. Et en dessous du panneau solaire, il ne peut pas y avoir d'eau techniquement. Voilà à quoi ça ressemble en dessous du panneau solaire. Donc j'ai bien mes câbles de terre qui sont là-bas tout en haut et qu'on retrouve ici aussi sur le rail du bas. Le panneau par lui-même n'est pas à la terre, mais bon, il se fait par les rails, hein, ça ira comme ça. Le micro-onduleur qu'on voit bien au centre, avec la LED verte qui clignote une fois de temps en temps pour dire qu'il est en production. J'ai ici sur le toit, là, juste à portée de main, l'embout de terminaison. C'est plutôt facile à installer, hein, c'est du matériel de bonne qualité, c'est du en phase là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, on continue avec la suite. Et après, pour tout ce qui est câble électrique, hein, une gaine qui repasse là et qui redescend après dans mon garage où on aperçoit la toiture juste là. De toute façon, on va aller voir ça tout de suite. Une fois dans le garage, l'électricité donc revient par la gaine, le câble qui est dans la gaine ici, se reconnecte ici sur les wagos et ça repart dans une autre gaine qui traverse le mur. L'ancienne alimentation du chauffe-eau qui me permet de réalimenter directement depuis le tableau général de la maison. Faites pas gaffe au câblage. Il y a eu du photovoltaïque qui était rajouté entre deux. De ce fait, c'est le bordel. Et voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ça, c'est pas à reproduire. Boîte de dérivation et tout le bordel. Et puis ensuite, je reviens dans mon tableau électrique pour attaquer le cure-relais. Je détaille pas plus l'installation. Je vous propose d'abord un petit time-lapse de la mise en place et du câblage.
Voilà pour le timelapse. J'ai réalisé un schéma de la partie puissance de l'installation. Je vous l'afficherai à l'écran. J'essaierai également de vous faire une version un peu plus détaillée avec le câblage un peu plus précis au point de vue Tor avec la passerelle. Et j'essaierai de vous mettre cela en description. Je vous dis pas quand ça sera ajouté. Je ne sais pas si ça sera ajouté lors de la publication de la vidéo. Mais au moins, vous avez déjà un schéma dans la vidéo qui est fait. Donc c'est déjà ça au moins. Je fais un petit tour quand même de ce que l'installation de ce que j'ai fait pour expliquer quand même brièvement. Je vais pas y passer 10 ans parce que la vidéo va être déjà beaucoup trop longue, ça j'ai l'habitude à force. J'ai l'ancien départ pour le ballon d'eau chaude qui est arrivé dans le bas du tableau. Je l'ai récupéré et maintenant c'est l'arrivée solaire. Le neutre lui arrive directement en aval du cul relais. La phase était trop courte, malheureusement j'ai dû la rallonger avec un Wago. Je vous déconseille de façon évidente de reproduire cela. J'ai pas pu faire autrement, donc voilà, j'ai fait ça en dépannage, mais le mieux est d'avoir des câbles à bonne longueur et s'ils sont trop courts, de les remplacer. Là, sachant pas où passe la gaine, j'ai pas essayé de remplacer les câbles évidemment. J'ai ici la Tor de mesure de production solaire, en sachant que, je le répète si je l'ai pas déjà dit, si vous avez la version standard de la passerelle sans les Tor de mesure, vous aurez quand même des courbes de production solaire. Vous aurez par contre que la courbe de production solaire et pas la courbe de consommation de vos domiciles. Et vous aurez la courbe de production grâce aux micro-onduleurs parce que les micro-onduleurs communiquent avec la passerelle via CPL à peu près tous les 5 minutes pour fournir leurs données de production. Du cul relais, je repars en amont directement sur mon disjoncteur ici différentiel. Donc je reviens en aval évidemment, le courant passe comme ça. De l'amont ici, je repars directement à mon disjoncteur général pour la partie solaire, donc en aval, et de l'amont de mon disjoncteur général solaire, je repars directement sur mes deux barrettes ici de répartition de mon tableau. Là où dessus sont branchés les départs pour la maison, mais j'ai également l'arrivée EDF qui arrive sur ces répartiteurs. J'ai ici un troisième disjoncteur qui est utilisé pour protéger la passerelle. Le jus est repiqué en aval de mon disjoncteur général solaire, j'arrive en amont et ensuite en aval directement à la passerelle. Câblage traditionnel, j'oserais dire. Le seul côté un peu plus délicat à comprendre, c'est ce disjoncteur-là. Le courant va de l'aval vers l'amont, mais pour respecter l'homogénéité du tableau et de la manière que c'est câblé, quand on coupe un disjoncteur, ça coupe toujours l'aval. Parce que dans certains pays, ils aiment bien, quand on coupe un disjoncteur, ça coupe l'amont. Je pense principalement à l'Allemagne. Ici, dans le tableau, quand on coupe un disjoncteur, c'est l'aval qui est hors tension. Donc j'ai respecté la même chose, étant donné que sur l'amont, on a toujours le DF qui arrive en fait, tout simplement. J'ai pas précisé dans le câblage, mais j'ai aussi ce petit compteur d'énergie qui est intercalé entre l'amont de mon disjoncteur pour les micro-onduleurs et l'aval de mon disjoncteur général solaire. J'ai juste coupé le neutre et la phase et je suis venu rebrancher les deux fils de neutre ici sur la partie supérieure et mes deux fils de phase obtenus ici sur la partie inférieure. Rien d'extraordinaire, mais je ne m'attarde pas plus dessus, c'est pas indispensable. Ici, j'ai la Tor qui permet de mesurer la consommation de la maison. Et je vous montre rapidement la passerelle. Elle est directement ici câblée en Ethernet pour tout ce qui est partie communication. Et après, au point de vue câblage électrique, j'ai ici PhaseNut qui arrive sur le bornier, en sachant qu'elle est compatible en version triphasée, évidemment. Et j'ai ici mes 4 fils pour mes 2 Tor qui permettent de mesurer les consommations et les productions. Tout est expliqué au-dessus, production, consommation. Et là où il y a le petit point blanc au niveau des i, c'est pour câblage du fil blanc. Je le précise parce que j'ai un peu cherché cette information-là. Et de toute façon, si vous câblez à l'envers ou vous mettez les Tor à l'envers, vous allez avoir des mesures de courant et de puissance qui va être en négatif. Donc évidemment, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà pour le petit tour. Je vous propose maintenant de passer tout ce qui est partie configuration. Et là-dessus, on se retrouve sur le téléphone. De retour sur le téléphone. Vous allez avoir besoin pour commencer d'installer 2 applications. Enphase Enlighten qui vous permettra de vous créer un compte et de suivre vos productions au jour le jour. Et également Enphase Installer Toolkit qui vous permettra de configurer votre installation. On commence par la création du compte. Je vous passe pas les étapes en détail, mais je vous montre brièvement. Voilà. Vous avez sur la page d'accès
enfoncer, créer un nouveau compte, vous renseignez toutes vos informations personnelles pour pouvoir y créer votre compte. Une fois cette opération effectuée, on va pouvoir repartir sur l'installation, l'application Toolkit. Vous rentrez l'identifiant ainsi que le mot de passe précédemment renseigné et vous pouvez vous y connecter. Vous acceptez les autorisations qui demandent, vous configurez suivant votre guise. Vous êtes assez grand pour le faire vous-même. Vous choisissez suivant vos différentes préférences. Et une fois le tout complété, on arrive sur une page blanche où on va pouvoir créer son installation. Pour cela, rien de compliqué. On appuie sur le petit plus. On a 6 étapes pour créer son nouveau système. On commence par le premier. Vous venez renseigner toutes les informations avec un XTX, c'est obligatoire. Dans mon cas, voilà à quoi cela ressemble. J'ai évidemment masqué toutes mes informations personnelles, logique. On peut passer maintenant à l'étape numéro 2, appareil et calpinage. Et c'est ici qu'on va venir renseigner les équipements que compose notre système. Dans mon cas, j'ai un seul Envoy, donc je vais venir renseigner un Envoy. J'ai qu'un seul micro-onduleur pour le moment, donc un, et un seul Q-relais. On vient renseigner le numéro de série de l'Envoy ensuite. On peut le scanner directement via l'appareil photo ou on peut également le renseigner de manière manuelle. Une fois cela fait, on vient renseigner le type de profil réseau qu'on souhaite pour son installation. Pour expliquer brièvement qu'est-ce qu'un profil réseau, je vais prendre comme exemple un usineur. Ça parlera peut-être un peu plus de monde, mais si on dit à l'usineur, tu prends cette barre en métal, tu la coupes en morceaux et tu perces un trou à chaque fois dedans, il va le faire, mais on ne sait pas quelle va être la longueur du morceau de métal, quel va être le diamètre du trou. Donc pour cela, à l'usineur, on lui donne un cahier des charges, on lui donne un plan avec des cotes, avec des tolérances pour pouvoir produire les pièces. Et le micro-onduleur, c'est pareil. Son cahier des charges, ses cotes avec ses tolérances, ça va être le profil réseau. Niveau profil réseau français, on a quand même un peu de choix. Je vous montre rapidement ce qui existe. À l'origine, lors de la mise en place du système, j'avais choisi le 1.2.2, France 0 export ici présent. Je vois qu'il existe une V2 aussi, je ne sais pas c'est quoi la différence, mais j'ai vite abandonné le 0 export dans le cas où on ne connaît pas la pleine production de notre système. On va avoir des productions qui vont être données, mais on ne sait pas si on était au taquet de notre installation, si on aurait pu produire encore plus. Et donc, qui dit produire plus, qui dit potentiellement allumer des équipements qui consomment pour consommer cette électricité. C'est juste une petite parenthèse. Donc de ce fait, j'ai changé, j'ai pris le 1.2.6 en France standard. Donc lui, ce profil-là, le temps que les micro-onduleurs peuvent produire, il produit. Même si ça exporte à mort, ça produit dans tous les cas. L'intégration de l'Envoy est maintenant terminée. On va passer à l'intégration du micro-onduleur ainsi que du relais Q. C'est la même procédure, je ne vous la montre pas, c'est tout pareil. Une fois cela fait, on voit bien un micro-onduleur scanné, un relais Q scanné. Ils seront détectés dans quelques minutes via la passerelle, via communication CPL. On peut passer à l'étape 3, qui est configuration de la batterie. J'en ai pas ici, donc on ne va pas le faire. Et configuration des tarifs. Je vous invite vraiment à faire ça proprement, prendre le temps. Je ne vais pas vous le montrer, mais au moins ça vous permettra d'avoir de bonnes estimations des économies réalisées si vous faites ça comme il se doit. Connectivité de l'Envoy, connectant à Internet, donc tout est bon. Approvisionnement de l'appareil. Là, il va faire un petit check, voir si tout est OK. Malheureusement, le résultat sera négatif, étant donné que je viens d'ajouter les différents équipements. Voilà à quoi ça ressemble avec un approvisionnement correctement effectué, donc avec tous les micro-onduleurs bien détectés, les profils réseau, etc., etc. Maintenant, on peut passer à l'étape numéro 6, qui est la création des compteurs. Je ne sais pas si ça sera pareil pour la version sans les tors qui est fournie, la version la moins haut de gamme. Mais bon, voilà, en tout cas, je vous le montre pour cette version-ci. Donc, on choisit le type de réseau, donc moi, une seule phase. Là, c'est la production d'énergie actuelle. Alors, comme j'ai fait l'installation en toute fin de journée, production quasi nulle. Mais bon, ce n'est pas dérangeant dans l'ensemble. On coche la petite case, on passe à la suite. On met le disjoncteur PV sur off, ce que j'ai effectué. On coche la petite case. Il nous alerte de faire bien attention qu'on soit bien à 0. Parce que si on n'est pas à 0, ça va avoir des impacts sur la consommation Enedis, sur ce qu'on va avoir. Donc vraiment, bien prendre le temps également de faire cette étape. Pas être pressé. De toute façon, ça va le faire. C'est bien expliqué.
ça se fait tout seul, donc voilà, il n'y a pas de souci particulier à avoir là-dessus. Une fois que nous nous sommes assurés que le compteur était bien à 0, on peut venir activer et l'activation du compteur de production a été effectuée. C'est exactement la même opération pour le compteur de consommation au point de vue Enedis, sauf qu'il y a une petite particularité, c'est le positionnement du CT. Donc là, il faut dire où est le TOR qui mesure la consommation Enedis. Je ne sais pas si c'est moi qui a mal compris à la première fois, mais j'ai choisi non charge uniquement, alors qu'il faut mettre 8 charges avec solaire si votre TOR est directement installé sur le câble Enedis. Si votre TOR est sur le câble Enedis, vous mettez 8 charges avec solaire. Je ne sais pas ce que j'ai fait la première fois, honnêtement. J'ai merdé, mais bon. Dans tous les cas, sachez que si vous vous trompez, vous pouvez tout supprimer au niveau compteur et tout recommencer. Ça ne pose pas de problème. Ça se fait très bien. Je l'ai déjà fait, je l'ai fait à plusieurs reprises lors de l'installation, je vous rassure, parce que j'avais des doutes et des trucs comme ça, et j'avais pas trouvé les informations pour répondre à mes questions sur Internet. Mais bon, voilà. Sachez en tout cas que là, j'ai fait une grosse erreur et que c'était le premier qu'il fallait que je choisisse. Donc là, encore une fois, c'est pareil. Je ne vais pas détailler ici. C'est exactement la même procédure pour vérifier si le calibrage du compteur, en fait. C'est uniquement pour calibrer la pince ampère métrique. Une fois le compteur effectué, voilà. Il est ajouté, tout est bon, les compteurs sont approvisionnés. Je terminerai cette configuration par la création d'un rapport. C'est la toute dernière étape. C'est préconisé et je vous conseillerais même de conserver les rapports que vous générez après chaque modification de l'installation. Au moins, ça permet d'avoir un petit suivi et de savoir un petit peu si tout va bien. Je ne sais pas si c'est utile au niveau garantie, mais voilà, au cas où que. Là, je vous afficherai les 3 pages du rapport actuel de mon installation. Donc, c'est pour ça que vous allez voir un peu plus d'équipement que ce que je vous ai présenté à la vidéo. Il n'y a pas qu'un seul micro-onduleur. Mais voilà, ça, c'est un rapport complet avec tous les caractéristiques de l'information, les historiques de production, les productions instantanées, les versions de firmware, etc., etc. Maintenant que nous avons terminé la partie configuration, je prends quelques instants avant la conclusion pour vous montrer un petit peu la production que j'ai eue sur ce fameux panneau solaire au cours des différents mois de l'installation. Au début, l'installation au sol durant l'été jusqu'à fin janvier. Et début février, j'ai installé le panneau solaire sur la toiture. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'avais partagé cela dessus. Donc, je fais ma promo, mais n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter pour avoir des contenus exclusifs. Je commence au niveau production par le 17 juillet 2022. C'était l'une des plus belles journées au point de vue production. Panneau solaire installé au sol. Comme vous pourrez le constater, nous avons une belle courbe bleue qui se dessine. On pourra quand même constater en soirée une forte diminution de la production. C'est normal, hein, la maison faisait de l'ombre sur le panneau solaire. Donc tout de suite, ça se casse la gueule. Il y a encore de l'énergie, ceci dit, à aller grappiller. Et on peut également constater un manque de production tôt le matin. Parce que le soleil se levant en quelque sorte un peu derrière le panneau solaire, c'était la haie en sapin qui lui faisait de l'ombre. Mais aux alentours des 10 heures, la production commençait vraiment à décoller, on va dire. Ceci dit, encore une fois, il y a quelque chose à grappiller au matin. Je vais passer maintenant au 9 août pour vous montrer déjà, rien qu'en se décalant de quelques semaines, l'impact que ça peut avoir au point de vue production, surtout quand on a des ombrages qui peuvent être positionnés. Et comme ça, vous verrez un petit peu ce que le soleil peut avoir quand même au fur et à mesure du temps. Là, on est le 9 août 2022, journée ensoleillée, plutôt bien ensoleillée même, et on pourra constater un énorme trou dans la production, 2 moments de la journée, et après ça redécolle au soir. Et ces trous dans la production sont tout simplement dus à la présence d'un cerisier sur le terrain qui lui faisait de l'ombre. Il ne faisait pas d'ombre au mois de juillet, parce que le soleil était beaucoup plus haut, mais le soleil commençant à descendre, les branchages lui faisaient de l'ombre. On a toujours les manques de production au matin, hein, voilà, pas avant 10 heures, et pareil au soir, voilà, 18h30, après la maison elle faisait de l'ombre, jusque 18h15 ça allait, mais après 18h15, là la maison refaisait de l'ombre sur le panneau solaire. Donc là, on peut tout de suite constater que dès qu'on a des obstacles, des choses qui peuvent faire de l'ombre, un positionnement au sol d'un panneau solaire sera à proscrire. Après, si vous n'avez pas le choix,
et que vous voulez pas vous emmerder également avec la paperasserie et la bureaucratie française, faites-le. Mais voilà, comme ça, moi, vous voyez un petit peu les impacts que ça peut avoir. Et au point de vue différence de production, on est sur l'ordre de 300-400 Wh. C'est pas énorme, mais sur un seul panneau, on atteint les 20 à 25% quand même de production en moins, ce qui à mon sens n'est pas négligeable. Je vais vous montrer également une petite journée, donc au mois de janvier, toujours un panneau solaire installé au sol et qui va vous montrer également la production qu'on a, donc pour pouvoir faire un comparatif avec janvier, février lorsqu'il a été installé en toiture. Mais là, comme vous pouvez de toute façon le voir à l'écran, la production n'était pas du tout terrible en fin d'année. Tous les cases noires, c'est là où la production a été égale à 0 ou a été d'environ 0,1 kWh, pas plus de 0,1 kWh. On a quand même pas mal de jours sans de véritable production. Si on arrive au 21 janvier, là où on a eu une production quand même un peu correcte en quelque sorte, je prends cette journée-là et pas d'autres parce que là on a vraiment eu un soleil de plomb toute la journée pour être dans les mêmes circonstances. Et là, voilà, panneau solaire au sol, quasiment aucune production durant la matinée, le midi. Ça, c'est les haies qui lui faisaient de l'ombre et après, c'était le cerisier. Une fois le soleil passait le cerisier, là, on a toute une fenêtre de libre avant que la maison refasse de l'ombre au soir. Et on n'a qu'une faible production durant la journée qui s'élève à 0,9 kWh. Maintenant, passons à la même journée ensoleillée, mais le 8 février, lorsqu'il a été installé sur toiture. Donc il a été installé sur toiture aux alentours du 4 février, un truc comme ça. Donc là, je prends le 8. Et voilà ce que ça donne au point de vue production. Et là, tout de suite, c'est fort intéressant. Alors oui, je sais, vous allez dire, tu as quand même des sacrés pics de consommation à ton domicile. C'est normal, c'est le chauffage central qui tourne, c'est une pompe à chaleur, donc c'est chauffage électrique. Mais ce ne sont pas des radiants ou des grille-pains. Donc ça ne fait pas une faible consommation lissée tout au long de la journée, mais ça fait des gros pics lorsque la pompe à chaleur vient à tourner. En plus, là, c'était, on va dire, pas le bon jour parce qu'il faisait -1. Voilà un petit peu l'impact quand même néanmoins d'une installation sur toiture. Je ne vais pas tarder plus longtemps au point de vue production. Là, on est sur l'installation. Je ne vais pas faire de bilan de production. Je vous propose de revenir à l'atelier pour faire une petite conclusion sur cette installation. De retour à l'atelier pour une petite conclusion. On va essayer de faire ça un petit peu en mode express. La vidéo est déjà plutôt longue, donc on va éviter de trop la rallonger non plus. Je commence au point de vue temps de réalisation. L'installation a pris, si je mets tout cumulé, un petit peu moins de 2 jours à réaliser. J'ai passé une petite journée à faire toute la partie support sur toiture. Après, il a fallu une grosse heure pour le montage du panneau solaire. Donc ça, j'ai demandé un coup de main à de la famille pour pouvoir avoir une paire de bras supplémentaires. Abandonner direct de vouloir faire ça tout seul, même le montage du support sur toiture, évitez de faire ça tout seul. Si vous arrive un accident, il n'y a personne pour vous aider dans ces cas-là. Faites-le proprement, faites-le en connaissance de cause et si vous n'avez pas le matériel adapté, ne le faites pas. Au minimum, essayez d'avoir un harnais de telle façon à ce que si vous glissez, vous soyez amorti dans votre glisse, sans forcément chuter, je veux dire. Après, pour toute la partie élec, une grosse demi-journée. Après, voilà, il faut s'y connaître. Moi, j'ai fait ça parce que je suis électricien. Mais si vous y connaissez que dans l'électricité, honnêtement, faites appel à un professionnel. Si vous avez de bonnes notions, pas que vous êtes électricien, mais que vous avez de bonnes notions, vous pouvez faire ça vous-même. Mais je vous conseillerais quand même l'achat d'un coffret AC. Au moins, vous avez juste un câble 230 à ramener et le câble solaire à ramener dessus. Comme ça, au moins, pas de prise de tête. C'est beaucoup plus simple. Après, au niveau coût d'installation, là, j'en ai eu pour un petit peu moins de 1300 €. Et oui, je sais, c'est énorme. Que représentent ces 1300 €? C'est l'installation tout comprise. Et même, je dirais même plus, j'ai même payé un petit peu moins de 1300 € parce que le support sur toiture coûte moins cher que le support pour fixation au sol ou mural. Et après réflexion, j'ai l'impression de m'être un petit peu fait douiller avec le support fixation au sol parce que dans l'ensemble, c'est que des tôles en galva qui sont pliées avec un petit peu de boulonnerie. Alors que le support sur toiture, on a quand même des pièces en inox, on a toute la visserie et boulonnerie qui est fournie. Soit What You Need vend à perte, ou alors Unifix s'en met un petit peu plein les poches. Soit, je divague. Évidemment, il est possibilité d'avoir une installation similaire, beaucoup moins chère, tout en ayant du matériel en phase.
en prenant la passerelle sans lecteur de mesure de courant, en prenant un panneau solaire moins onéreux. Il a quand même coûté 440 € de mémoire, donc 1 € le watt crête. Après voilà, à vous de voir sur votre installation. Moi j'ai choisi cela, j'avais le budget, j'ai la volonté de la faire évoluer par la suite, donc le temps de retour sur investissement sera obligatoirement réduit. Et en parlant de temps de retour sur investissement, qu'est-ce qu'il donne avec l'installation actuelle? Enphase m'estime une production annuelle avec le panneau solaire sur toiture à 460 kWh par an. J'ai arrondi les valeurs qu'il m'a données, c'est pour que les calculs soient un peu plus ronds. Que je multiplie par 20 centimes le prix moyen d'électricité à l'heure actuelle, sachant qu'il va ne faire qu'augmenter au fur et à mesure des années, ça me donne à peu près 90 € d'économie par an. Si je fais les 1300 divisé par 90, ça me donne un petit peu moins de 15 ans de retour sur investissement. On va arrondir à 15 ans, on prend des marges toujours de sécurité. Donc 15 ans, encore une fois, c'est aussi important. Il existe sur Internet des kits plug and play pour 2 fois moins cher, avec une puissance un petit peu plus importante, qui vous donneront des temps de retour sur investissement beaucoup plus courts, entre 5 et 10 ans. Mais chaque prestation a un coût, et les prestations fournies par Enphase ne me dérangeaient pas de payer plus cher. J'en ai terminé avec cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et à mettre un énorme like, ça aide énormément à soutenir la chaîne. Si cela n'est pas déjà fait, vous vous abonnez avec le bouton qui apparaît à l'écran, ça c'est 100% gratuit. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.